Bonjour, bienvenue à Vues et Voix. Cette semaine, on parle d'abord avec Philippe Ducharme, notre vulgarisateur scientifique, qui a des grosses nouvelles pour nous. Par la suite, on va s'entretenir avec Samar Musiamani, une écothérapeute candidate au doctorat à l'Université de Sherbrooke. Et on terminera l'émission avec Amélie Dionne-Martel, productrice chez Pitcom pour les critiques atypiques, une nouvelle émission sur MTV. On commence l'émission en force avec Philippe Ducharme. Et Philippe, tu as quand même des grandes découvertes à nous parler cette semaine. Oui, bonjour. Tu as choisi un bon mot, grande découverte, en fait, grande nouvelle. Puis je vais commencer avec la première qui, pour moi, parmi toutes les chroniques que j'ai faites à l'émission, en est sans doute une qui m'impressionne le plus. C'est vraiment épatant, puis je m'y attendais pas du tout d'ailleurs. Et c'est pas peu dire, parce que tu en as fait quand même pas mal. Oui, quand même, pas mal derrière la cravate, on peut dire. Donc, on va commencer en parlant donc d'une première au Canada. Il y a une équipe médicale qui a réussi à redonner la vue à un patient qui est atteint de cécité cornéenne. Mais ce qui est vraiment très fascinant dans cette nouvelle-là, c'est que ça a été fait grâce à quoi? Eh bien, grâce à une de ses dents. Oui, vous avez bien entendu, on parle de dents ici, on s'y attendrait certainement pas. Non, je ne m'y attendais pas, Lisan, là. C'est ton résumé de la semaine. Bon, d'accord. On va commencer par parler un petit peu de la cécité cornéenne. Simplement vous dire que c'est une des principales causes de perte de vision. Les gens la connaissent un peu moins, cette problématique-là, mais elle existe bien évidemment. La cornée, c'est quoi? C'est la couche à externe de l'œil. C'est une couche qui est transparente, en forme de dôme. Ça, c'est situé juste devant l'œil. Ça joue un rôle de lentille, c'est-à-dire que les rayons lumineux qui se dirigent dans l'œil vont converger, on dit, donc ils vont comme un peu dévier pour se rendre jusqu'au fond de l'œil, au niveau de la rétine. Puis c'est de cette façon-là que les images se forment. Donc, elle joue un rôle essentiel parce qu'elle laisse passer la lumière pour aller rejoindre le fond de l'œil. Mais pour certaines personnes, la cornée peut se retrouver endommagée par la présence de cicatrices, ce qu'on pourrait appeler des scratchs, on va dire ça comme ça. Des cicatrices qui peuvent être causées par différentes choses. Ça peut être des brûlures chimiques, ça peut être d'autres formes de traumatisme, accidents, mais ça peut être aussi par le biais de maladies auto-immunes qui vont venir dégrader la qualité de la cornée. Donc, ce qui va arriver, c'est que la cornée va perdre de sa transparence, elle devient plus opaque, et ça empêche la lumière de passer comme il faut à travers pour aller dans le fond de l'œil. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que la personne, tranquillement, pas vite, la vision devient floue, puis la vision va probablement aussi s'éteindre progressivement, là. Et là, parle-nous de la dent. Qu'est-ce que la dent vient faire dans tout ça? On y arrive, la fameuse dent, tout le monde se pose la question. Bon, en fait, c'est une procédure médicale qui n'est pas nécessairement nouvelle. Ce n'est pas sorti d'un film de 2024, par exemple. C'est une procédure qui a été mise au point par un chirurgien italien dans les années 60. Puis ça s'appelle l'osteo-odonto-kératoprothèse. Donc, dans ce grand terme-là, on voit le terme odonto qui signifie dent. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de dent. Le principe est le suivant. On va d'abord extraire une dent de la personne. Généralement, c'est une canine qu'on extrait. Une fois qu'on a la dent, on va la sculpter. On va la sculpter en forme de petits blocs rectangulaires dans lesquels on va percer un trou. Et ce trou-là va servir à mettre une lentille en plastique, un peu comme si on fabriquait une lunette, dans le fond. On a une monture pour installer un verre. Ici, la monture, c'est la dent, et on met dans la dent une petite plaque en plastique qui va agir éventuellement comme lentille. Et là, ce qui est encore plus fou, on n'a pas terminé. Qu'est-ce qu'on fait avec la dent? On va la mettre temporairement dans la joue du patient. Imagine, pendant 3 mois. Donc, pourquoi on fait ça? C'est parce que pendant ces 3 mois-là, la dent avec la petite lentille, il y a des tissus qui vont se former autour de ça. Puis ça, c'est important parce que quand on va prélever la dent
quelques mois plus tard et qu'on va l'implanter dans l'œil, ben, ces tissus-là vont aider, dans le fond, à cet implant-là à se placer dans l'œil puis à être accepté par l'organisme aussi. Donc, le résultat, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, c'est que on implante dans l'œil, on remplace la cornée, on la retire, puis on met cette dent-là avec la lentille, puis ça permet de rétablir une vision correcte chez le patient. C'est quand même franchement ingénieux. Vraiment, vraiment. Moi, ça m'a vraiment dépassé quand j'ai entendu ça. J'en revenais pas. Le gros avantage d'une technique comme ça, là, je l'ai un peu mentionné, là, c'est que ça va réduire les risques de rejet de l'implant. Parce que généralement, quand on fait une greffe ou d'un organe, ou comme dans ce cas-ci d'une cornée, ben, ça peut arriver que ça va être rejeté par l'organisme. C'est un phénomène normal. Donc, en utilisant la dent du patient, qui a été incubée dans sa bouche en plus, là, ben, finalement, on fait en sorte qu'on évite pas mal ce problème-là du rejet. C'est pas impossible, mais on l'évite pas mal, disons ça comme ça. Puis, ça diminue aussi les complications qui pourraient survenir par la suite. Donc, depuis qu'on a inventé ça, cette méthode-là, je le rappelle, ça a été mis au point dans les années 60, ben, il y a eu beaucoup d'améliorations. Par exemple, le choix des matériaux pour fabriquer la lentille, ça s'est amélioré. Et la technique aussi, pour prélever la dent, l'incuber, puis ensuite la mettre dans l'œil, ben, tout ça a grandement évolué. Donc, on arrive aujourd'hui avec une procédure qui est très sécuritaire, puis qui donne des résultats vraiment fantastiques. C'est vraiment super qu'on pense à ça. J'aurais voulu être celle qui pense, mais visiblement, ils ont pensé avant moi. Bon, ben c'est ça. Tu nous parles aussi des maladies mentales grâce à un examen de la rétine. Diagnostiquer des maladies mentales grâce à un examen de la rétine. Dis-moi en plus. Oui, bien sûr. Ben, regarde, on reste dans le domaine des yeux. Justement, la deuxième nouvelle dont je vous parle, c'est une entreprise québécoise. L'entreprise se nomme Diamentis. Cette entreprise-là a mis au point un outil qui permet de diagnostiquer certaines maladies mentales, comme la schizophrénie et le trouble bipolaire de type 1. Et ça, grâce à quoi? Ben, grâce à un examen des yeux, mais en fait, plus précisément, un examen de la rétine. La rétine, là, c'est la membrane qui est au fond de l'œil. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont... c'est ça la nouvelle. Je vais décrire ça un peu plus davantage. Donc, établir un diagnostic d'une maladie mentale, là, c'est pas toujours facile, surtout si on veut le faire le plus tôt possible. Des fois, les symptômes, là, ben, on peut ne pas vraiment les voir s'exprimer de façon évidente au début de la maladie. Parfois, ben, c'est le développement des symptômes qui est plutôt lent. Ou alors, les symptômes, ben, ils vont ressembler à des symptômes d'autres maladies. Fait que ça rend la tâche assez compliquée parfois pour poser le bon diagnostic chez la personne. Fait en vous disant ça, ben, c'est pour dire que depuis plusieurs décennies, il y a des chercheurs qui essayent d'identifier des biomarqueurs pour différentes maladies mentales. Et là, je m'arrête un instant. C'est quoi un biomarqueur? Parce que c'est pas tout le monde qui sait ça. C'est une caractéristique biologique. Ça peut être comme, par exemple, des changements au niveau moléculaire, mais des changements qu'on peut voir et qu'on peut mesurer. Puis ça peut nous indiquer est-ce que c'est normal ou pas normal ce qui se passe. Moi, je compare ça un peu au tableau de bord dans une voiture. Quand il y a des petits témoins lumineux qui s'allument, là, ben, ça nous donne une indication qu'il y a un problème. Puis on sait un petit peu où est-ce qu'il se trouve le problème de par la nature du témoin qu'on voit dans le tableau de bord. Fait que c'est un peu ça l'idée d'avoir des biomarqueurs, c'est-à-dire avoir des indicateurs qui nous disent « Oh, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas bien. » Donc, en partant de cette idée-là, les chercheurs en neurosciences se sont dit, on va essayer de voir, est-ce que la rétine ne pourrait pas nous offrir des biomarqueurs intéressants pour étudier les maladies mentales? Puis pourquoi on se dit ça? Parce que la rétine, c'est un tissu qui se développe dans le fœtus, là, c'est un tissu qui se développe avec les mêmes ce sont des cellules qui vont se développer avec le même type de tissu que le cerveau. Donc, il émerge du même sorte de tissu. Puis, la rétine est connectée au cerveau. Il y a un câble qui relie ça, le nerf optique. Fait que s'il y a des changements dans le cerveau, peut-être qu'on serait capable de les voir au niveau de la rétine. C'est un peu l'idée qui nous amène là. Oui. Alors, c'est quoi l'innovation? On va en parler? En fait, j'imagine que l'innovation, c'est vraiment le fait qu'on pourrait avoir des signes plus faciles à voir là, au niveau biologique. Exactement. Tout à fait. Donc, dans le fond, là, ce que les autres qui ont mis comme au point, là, qui ont amélioré, c'est une analyse du signal rétinien à haute densité
Par électrorétinographie. Bon, on va tout décortiquer ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des petits signaux lumineux sous forme de flash sur la rétine de l'œil. Et l'appareil va pouvoir mesurer le comportement électrique des cellules qui tapissent la rétine. Ces cellules-là, on les appelle les photorécepteurs. Le rôle des photorécepteurs, là, normalement, c'est de capter des signaux lumineux puis de les transformer en signal électrique qui vont être acheminés dans le cerveau. Puis c'est de cette façon-là qu'on est capable de voir. Donc, l'appareil, en envoyant des impulsions lumineuses, il va collecter une quantité phénoménale de données. Okay? Puis ces données-là vont être analysées par une machine, c'est-à-dire par un logiciel très spécialisé. Et ce logiciel-là va permettre d'établir une cartographie de la rétine. Donc, et là, avec ces cartes-là, avec ces patrons-là de signaux rétiniens, on est capable de les mettre en relation avec des gens qui ont la schizophrénie ou encore le trouble bipolaire de type 1. Donc, l'entreprise, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a validé avec une grande certitude là, que ces patrons-là de signaux électriques rétiniens, ils ont des biomarqueurs qui sont très spécifiques à l'une de ces deux maladies-là. Donc, on regarde en fait pour des personnes qui ont déjà la maladie qui a été diagnostiquée, où sont les ressemblances. Exactement. Ils ont fait des analyses pour voir les ressemblances qu'il pouvait y avoir entre les patrons et les gens qui ont ces maladies-là déjà diagnostiquées. L'avantage d'une stratégie comme ça, là, basée sur la biosignature du signal rétinien, c'est comme une forme d'empreinte digitale de la rétine, là, ça permet de faire un diagnostic plus précis puis encore plus tôt de certaines maladies mentales, en fait les deux dont j'ai parlé, là, le trouble bipolaire et la schizophrénie, on peut les diagnostiquer plus tôt. Donc ça, si on fait un diagnostic plus tôt chez la personne, on peut la prendre en charge plus rapidement puis améliorer son bien-être, bien entendu. Donc c'est vraiment un instrument de complémentarité avec ce qu'on fait déjà comme batterie d'analyse ou d'observation pour diagnostiquer des maladies mentales comme celle-ci. Et c'est deux problématiques qui se révèlent souvent tard chez les personnes, à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte. Donc, effectivement, si on peut en voir à l'enfance, au début de l'adolescence, il y a peut-être moyen de prévenir des problèmes éventuels là, dans la vie de la personne. Tout à fait. Tu as tout compris. C'est ça l'avantage ici, c'est qu'on peut le savoir plus tôt que d'attendre à la fin de l'adolescence, par exemple. Tout à fait. Philippe Duchamp, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Ça a été très agréable. On attend tes prochaines découvertes une prochaine fois dans notre émission. C'est très bien. Je repars à la chasse. Je vous ramène quelque chose dans quelques semaines, c'est certain. Tiens-nous au courant. Très bien, merci. Bonne journée. Merci à toi aussi. Bye-bye.
On revient avec Samar Musiamani, ergothérapeute et candidate au doctorat en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, comment ça va? Oui, bonjour Elisane, ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Vous nous parliez de la vie sexuelle des personnes en situation de handicap. Vous avez développé, entre autres, des guides à cet effet. Mais avant qu'on parle de ça, j'ai envie de parler quand même de votre parcours en tant que femme en sciences. Oui. Ben moi, en fait, j'ai grandi auprès de parents là, qui étaient dans le domaine de la santé, puis ça m'a inspiré quand même à faire... à suivre les traces de mes parents, donc aller moi-même en santé. Donc, je suis ergothérapeute clinicienne. Je travaille au CLSC de Chicoutimi. Puis, c'est en rencontrant ma directrice de recherche dans le cadre de mes études, donc professeure Cynthia Gagnon, qui est directrice de la recherche scientifique ici au sud du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que j'ai décidé que j'allais poursuivre en recherche en sciences de la santé. Donc, c'est vraiment elle qui m'a inspirée là, ce début de carrière-là. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un beau modèle de femme en sciences. Oui, voilà, une passation de femme en femme. Oui, exactement. Et vous avez quand même beaucoup poussé là, pour les femmes en sciences, là, pour ouvrir des portes, là, parce qu'on sait qu'il y a des femmes en sciences, disons plus en sciences naturelles, c'est quand même quelque chose là, qui est moins vu, qui est moins accepté. Il y a beaucoup moins de femmes aussi au doctorat, là. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a disons, des obstacles ou des défis là, que les femmes rencontrent, ne serait-ce qu'on pourrait en nommer juste par rapport au congé maternité, l'impact que ça peut avoir sur une carrière, oui. L'accès à des promotions. On pourrait parler aussi du nombre plus limité, malheureusement, de modèles féminins. Puis je trouve ça important d'en parler. Puis j'ai été vraiment reconnaissante d'obtenir un prix dans ce domaine-là parce que pour moi, je me considère comme un exemple même de ce que ça peut avoir comme impact d'avoir des modèles féminins. Moi, je pense pas que je me serais rendue en recherche si j'avais pas eu justement professeur Cynthia Gagnon, ma co-directrice également, là, Nathalie Bière, à l'Université de Montréal, qui m'ont un peu montré que c'était non seulement possible de faire la recherche en tant que femme, mais de performer, puis d'obtenir des reconnaissances, puis de dépasser ses limites, là. Donc, c'est vraiment un sujet qui est important pour moi. Il y a aussi que la recherche en ergothérapie, c'est peut-être moins connu. Hein? Quand on rentre en ergothérapie, on pense être clinicienne, là, j'imagine. Je me souviens, moi, d'avoir fait un peu le saut en comprenant qu'il y avait de la recherche aussi au doctorat en travail social, par exemple. Pour moi, des travailleurs sociaux, c'est des gens de terrain. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est peut-être un peu moins mis de l'avant, là. Absolument. Moi, j'avais jamais eu l'intention, comme je disais, là, de faire de la recherche. Puis non seulement en ergothérapie, mais en plus en maladies rares. Oui. Donc, c'était vraiment un domaine que je ne me serais pas attendue de pouvoir autant m'épanouir parce que ça semble tellement gros, ça semble tellement compliqué, plein d'obstacles, mais finalement, quand on a du soutien comme j'ai en ce moment, on peut vraiment faire des belles choses. Donc, Et parlez-nous donc de votre sujet ou un de vos sujets de prédilection, là, la vie sexuelle des personnes en situation de handicap, puis à quel point vous souhaitez briser les tabous par rapport à ça. Ben oui, parce que moi, comme je disais, là, je suis ergothérapeute, puis pour nous, les activités, c'est ce qui est le plus important. Il y a un concept qu'on parle beaucoup là, en ergothérapie, on appelle ça la justice occupationnelle. Donc, l'accès, tout le monde a le droit à avoir accès à des activités, mais aussi de répondre à des besoins fondamentaux. Puis la sexualité, malheureusement, on a tendance à penser que de par le fait que certaines personnes en situation de handicap ont des difficultés, ben ils pourront pas avoir accès à de la sexualité. Fait que pourquoi en parler? Pourquoi pour nous le couteau dans la plaie? Souvent, c'est les espèces de mythes qu'on entend. Ou qui n'en ont pas besoin, en fait, aussi. Hein. Oui, ou qui n'en ont pas besoin. Donc, on ne l'abordera pas dans les soins de santé, on ne l'abordera pas nulle part. Alors qu'au contraire, puis c'est important de comprendre que la sexualité, là, il y a autant de sexualités différentes qu'il y a d'êtres humains sur la Terre, là. Fait que c'est bien plus que juste la pénétration ou l'acte sexuel. Ça peut être l'intimité, les relations amoureuses, l'affection, les caresses. Donc, il y a vraiment un grand champ d'intervention qu'on peut faire. Puis, c'est important de l'adresser, parce que n'importe quelle personne, qu'elle ait des déficits ou pas, a ce besoin-là, ou ne serait-ce que désire avoir accès à ce besoin-là, puis qu'on l'aborde, puis qu'on le valide. Puis il y a des choses qu'on peut faire là, pour favoriser la sexualité pour tout le monde. Donc, oui, et souvent, c'est bien important pour moi. Pardon, les personnes en situation de handicap se rendent compte que même s'ils ont parfois des déficiences intellectuelles, par exemple, ils peuvent quand même voir qu'autour d'eux, bon, les autres sont en couple, les autres ont des activités de couple, des activités sexuelles parfois, et qu'eux aussi veulent
normaliser un peu leur vie et avoir accès à ça. Là. Absolument, absolument. Et donc, parlons-nous du guide de pratique en ergothérapie pour favoriser la sexualité et la vie amoureuse des adultes présentant une maladie neuromusculaire. C'est très poussé comme guide, mais c'est un guide auquel vous avez participé, entre autres en tant que doctorante. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Avec plaisir. C'est mon plus grand plaisir de parler de ce projet-là. Moi, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu en lien avec ça. Là, moi, j'avais pas l'intention de faire de la recherche. Mais à la maîtrise professionnelle en ergothérapie, on a des directeurs de recherche qui nous proposent des projets de recherche juste pour avoir un premier contact. Puis moi, quand j'étais étudiante en ergothérapie, c'est ce projet-là que professeur Cynthia Gagnon m'a proposé à moi et mon équipe. Fait que c'est là que j'ai pu découvrir que la recherche, c'est pas juste des chiffres puis devant son ordinateur puis des données, c'est bien au-delà et ça a un impact concret sur les patients. Donc, c'est vraiment le projet qui m'a démarré en recherche. L'idée venait vraiment de ma directrice, là, professeure Gagnon, là, a fait beaucoup de conférences auprès des patients, puis c'était quelque chose qu'elle abordait. C'était une des rares conférencières qui parlait de la sexualité. Puis quand elle a commencé à l'aborder, elle s'est aperçue qu'il y a beaucoup de gens qui étaient à l'écoute et qui en demandaient plus. Donc, elle a réalisé qu'il y avait un grand besoin là, au niveau d'adresser la sexualité. Effectivement, il y a quand même peu d'outils qui sont développés. Absolument. Il n'y a pas beaucoup. On ne l'aborde pas tant pour les personnes atteintes de certaines maladies elles-mêmes, mais aussi les parents d'enfants qui ont une maladie, un diagnostic, une condition X. Donc, c'est pour ça qu'elle a décidé d'aller creuser plus loin, d'aller voir dans la littérature qu'est-ce qui existait là en ergothérapie et en sexualité. Et il n'y avait pas grand-chose. Donc, on a vraiment mis en place ce projet-là qui était de partir, d'une recension de la littérature, qu'est-ce qui avait déjà été fait, mais aussi d'aller chercher l'expertise d'ergothérapeutes qui, eux, l'abordent ou, eux, travaillent en maladie musculaire. Donc, c'est vraiment un guide qui a été basé sur l'expertise de nos cliniciens d'un peu partout au Québec, qui a permis de maintenant un peu regrouper toutes les solutions, les façons d'évaluer, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, pour vraiment que ce soit un outil, il est gratuit, disponible en ligne, puis n'importe quel ergothérapeute qui veut, au moins, même, on demande même, il y a même une section du guide qui est dédiée à comment l'adresser la première fois à la sexualité, parce que c'est pas chose facile pour n'importe qui. Donc, vraiment une belle ressource qu'on a conçue là, avec mes 5 collègues, puis professeur Cynthia Gagnon aussi. Puis, c'est un point de départ pour n'importe quel clinicien qui veut ne serait-ce que commencer à aborder la sexualité. Et ça va être bientôt traduit en anglais. Vous avez eu une subvention quand même récemment. Oui, mais en fait, c'est le fait. On l'a lancé, ça fait peut-être un mois. Okay. Oui, on est vraiment chanceux parce que quand on a lancé le guide en français, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens anglophones, au travers, par exemple, de l'Association canadienne des ergothérapeutes, même des gens à l'international. Donc, moi, j'ai présenté l'impact de la sexualité sur la qualité de vie aux Pays-Bas auprès d'experts qui, eux aussi, voulaient avoir ces informations-là. Oh, quand même, hein? Capables de, oui, pour pouvoir enfin en parler. Donc, on a poursuivi, grâce à Experts Canada, on a obtenu une subvention, puis on a pu le traduire, puis le valider avec des ergothérapeutes anglophones pour que ça soit adapté à la pratique canadienne. Puis, on le rend disponible, encore une fois, gratuitement là, pour offrir des pistes de solutions à tout ergothérapeute qui veut en parler. Et ce qui me frappe, là, c'est vraiment le besoin universel. Hein? Les gens se retrouvent avec peu d'outils, avec un tabou à démystifier, avec des questions de la part des patients ou des gens qui vivent avec ce type de conditions-là. Ils ne savent pas trop où aller. Hein? Il y a vraiment un besoin qui est universel à travers tous les pays, peu importe les langues ou les cultures, en fait. Absolument. Puis, tu sais, personne ne sait vraiment qui devrait en parler en premier. Est-ce que c'est moi l'intervenant? Je veux-tu briser mon lien de confiance parce que là, il n'était pas prêt à cette question-là? Les patients, ils se demandent, si mon intervenant, il pourrait m'en parler, il l'aurait fait. Fait que je ne l'aborderai pas. Fait qu'il y a vraiment comme une espèce de tabou qui est autour de ça. Les cliniciens ont peur d'ouvrir une boîte de Pandore. Donc, poser la question, puis finalement, il y a plein de besoins, puis on n'est même pas capable d'aider la personne qui s'est finalement livrée à nous. Donc, il y a vraiment une espèce de tabou, puis il y a beaucoup de restrictions. Fait que c'est un outil parmi tant d'autres qui permet de rendre ça plus facile, puis de rendre les services liés à la sexualité beaucoup plus accessibles pour les personnes qui vivent avec un handicap. Madame, Monsieur Benny, merci d'avoir été avec nous. Si on veut consulter donc le guide, où est-ce que c'est disponible? Je vous invite la façon la plus simple, mais il y a plusieurs méthodes, d'aller voir le grim.ca, donc le
M comme maman, N comme maladie et N comme neuromusculaire, donc le grim.ca. Puis dans la section outils, on a tous nos guides. Il y en a un également en physiothérapie, donc pour les physiothérapeutes qui veulent aborder la sexualité. Donc tout est disponible sur ce site. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite bonne chance pour la suite de vos recherches et pour, évidemment, là, continuer d'ouvrir des portes aux femmes en sciences. Merci de votre implication. Mais merci à vous, merci pour la plateforme, ça me fait toujours plaisir. Donc, bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Vous écoutez Sans détour. On est de retour et on parle maintenant d'une nouvelle série qui s'appelle Les Critiques atypiques qui est diffusée sur Ami Télé. Et on a la chance pour en parler de recevoir la productrice c'est Pixcom, devrais-je dire, Amie Dionne Martel. Bonjour, Madame Dionne Martel. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous-même? Ben oui, ça va très bien. Donc, on a une nouvelle série et j'ai eu la chance d'écouter quelques épisodes et c'est franchement sympathique. Les critiques atypiques, donc, ça parle en fait de personnes autistes qui vont faire des critiques dans des grands restaurants. Exactement, c'est ça. On a 7 critiques atypiques qui vont 4 à la fois dans un grand restaurant de la Grande Couronne de Montréal, on va dire ça comme ça. Alors, manger un repas dans ces restos-là et devant le chef critique les plats. Donc, en toute franchise. Oui, parce qu'on sait que une des forces de plusieurs personnes autistes, en fait, c'est de ne pas avoir de filtre. Exactement. C'est ça qui fait le bonheur de cette émission-là. Et c'est aussi souvent ce que les chefs nous disaient. On n'est pas habitué de recevoir des critiques aussi directes. Habituellement, les gens essayent d'être gentils avec nous, mais là, ils l'avaient d'en face. Oui, puis aussi que c'est quand même, la plupart d'entre eux sont quand même des chefs connus, là, des chefs qu'on a vus, qu'on reconnaît à la télévision, qu'on peut reconnaître dans la rue. Donc, j'imagine que les gens, souvent, là, sont gênés d'aller dire à un chef reconnu que la nourriture qu'ils proposent, ça leur plaît pas. Tandis que les personnes autistes, on ne sent pas du tout dans l'émission qu'ils ont une gêne là, par rapport au fait de dire les vraies choses, même si le chef est un chef renommé. Là. Exactement. Pas de gêne du tout. Nous, on leur a demandé d'être ce qu'ils sont, sans filtre. Et s'ils aiment ça, ben qu'ils le partagent. Mais s'ils n'aiment pas ça, qu'ils le partagent aussi. Ça fait partie. C'est ça qui fait le bonheur de cette émission-là. Et vous avez quand même, je le disais, des chefs de renom. Voulez-vous nous en parler un peu? Là? Quel nom vous avez réussi à avoir sur l'émission? Oui, bien en fait, on a eu, oui, des chefs de renom, entre autres, là, je vais sûrement, je peux pas toutes les nommer, mais entre autres, on a eu Dany Saint-Pierre, qu'on connaît, qui a fait de la télé pendant assez longtemps, Jérôme Ferrer du restaurant Européa, Antonin Mousseau-Rivard avec son mousseau, qui est vraiment de la cuisine très gastronomique et très nichée. Oui. Et ça, j'ai pas pu avoir celui-là, mais je l'attends avec impatience parce qu'effectivement, c'est quelque chose que les gens de Monsieur et Madame Tout-le-Monde n'ont pas le réflexe de goûter beaucoup. Là. Moi, j'ai jamais goûté ce type de cuisine-là. Là. Donc, j'ai hâte de voir des personnes autistes qui, pour la plupart, j'imagine, n'ont jamais non plus goûté à la cuisine aussi haut de gamme, gastronomique, comment ils vont réagir à ça? Ben c'est ça. Au Mousseau, entre autres, ça a été toute une expérience quand même.
Je pense qu'Antonin voulait, c'était son souhait vraiment de les surprendre avec une partie de son menu qu'il fait habituellement à son restaurant. Puis effectivement, il y a eu plusieurs surprises à ce tournage-là. En fait, c'était notre première émission à passer, mais c'est la première qu'on a enregistrée. Oh, quand même, hein? Oui, oui, on a eu toute la panoplie d'émotions dans cet épisode-là et oui, les critiques ont été surpris beaucoup. Puis des fois, c'est ça, on était dans la cuisine plus classique aussi. Le premier épisode, ça se passe avec Dany Saint-Pierre, puis on est allé manger de la pizza. Oui. Mais la pizza Dany est toujours une coche plus haut. Oui, on s'entend. C'est pas des petites pizzas qu'on trouve à l'épicerie, hein? Exactement. J'ai regardé, puis ça avait l'air meilleur que ce que j'avais dans mon congélateur, mais bon. Je te l'ai dit, on voit aussi dans l'émission, ce qui m'a touché, c'est également la relation qu'il y a entre les critiques et les chefs, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très authentique, les chefs sont très gentils, veulent essayer de comprendre aussi au-delà de tout ce qui est cuisine, là. Il y a vraiment des belles discussions sur les défis des personnes autistes, essayer de comprendre leur réalité. Oui, mais ça, c'est super important pour nous aussi que ça se passe entre le chef, qu'il y ait vraiment un lien entre le chef et nos critiques, parce que c'est vrai que ce que nos critiques culinaires nous disaient, c'est que c'est difficile d'aller au restaurant pour la plupart. Je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stimuli. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup, des fois, de lumière. Ils contrôlent pas ce qu'il y a dans leur assiette non plus. Donc, d'avoir la relation et la chance d'en parler avec le chef, pour eux, ça les a vraiment, ça leur a plu. Mais pour le chef aussi, et les chefs qui étaient là, ça leur donnait une autre vision, d'essayer de comprendre un peu un monde, là, les neurotypiques. La majorité de nos chefs étaient neurotypiques, puis ça leur faisait comprendre le monde des neuroatypiques, et donc je pense que ça a vraiment eu un plus, mais pour chaque côté. Oui, tout à fait. Puis en plus, vous le disiez, les personnes autistes, pour la plupart, ont quand même des particularités aussi au niveau des sens. Donc, le goût peut être plus prononcé, moins prononcé. Ils peuvent avoir aussi certaines restrictions alimentaires ou certaines choses qu'ils n'ont jamais mangées ou qui mangent toujours. Donc, des personnes, par exemple, qui aiment beaucoup, beaucoup les pâtes et qui ne mangent que des pâtes au restaurant. Mm-hmm. Et là, on les oublie, entre guillemets, parce qu'évidemment, ils se prêtent au jeu, mais on leur demande de sortir de leur zone de confort, de manger des choses qu'ils n'ont jamais mangé et qu'ils n'auraient probablement pas pris sur le menu là s'ils avaient été avec leur famille ou avec leurs amis au restaurant là, en dehors de ce contexte particulier là. Exactement. On leur expliquait bien comment ça allait se passer, mais après ça reste quelque chose que tu vas voir quand tu vas arriver sur place. Puis je sais qu'il y en a qui ont quand même été surpris par eux-mêmes, en fait. Oui. J'entendais dans une autre entrevue, entre autres, Mathilde qui disait, elle étudie en nutrition, elle sait un peu qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, mais elle s'est rendue compte que même si elle voulait quand même explorer la nourriture, elle a trouvé ça difficile. Oui. C'est difficile pour elle, oui. Et même pour des personnes tout à fait typiques, là, c'est-à-dire que si je prends mon exemple et je suis pas neurotypique, mais moi, au restaurant, j'aime aller dans mes classiques, j'aime trouver du spaghetti parce que je sais de quoi ça va avoir l'air. On n'aime pas nécessairement toujours sortir d'une zone de confort, donc j'imagine que c'est un défi supplémentaire pour des personnes qui sont autistes, qui peuvent avoir une certaine rigidité. Totalement. C'est vraiment, on les a sortis de leur zone de confort. Puis en même temps, nous aussi, la production, on a compris certaines choses aussi. Fait qu'on on a su aussi s'ajuster au fil des tournages parce que même si on s'est rendu compte que ça servait à rien d'avoir des menus qui étaient totalement je veux dire hors normes. Oui. Parce que ça faisait même pas, ça faisait pas plus un bon show là, pour nous. Là. C'est vraiment ce qu'on voulait, c'est d'y aller. On l'a appris aussi avec la production, avec
des choses qu'ils aiment en majorité, mais d'insérer des fois des petites surprises parce que ça fait partie de ça aussi, l'émission, découvrir d'autres choses aussi, d'avoir une autre vision. Mais on a appris, nous aussi, à se dire, OK, ça sert à rien d'aller à l'extrême. On va leur servir des choses qu'ils aiment en majorité, mais on va insérer des choses qui sont moins classiques. De ce niveau-là, ça a commencé fort quand même avec le chef, M. Mousseau, là, qui est peut-être justement un des plus extrêmes qu'on a vu là, sur la série. Là. Donc, ça a commencé quand même, c'est ça, avec un certain défi. Là. Oui, ça a commencé avec un certain défi. En même temps, ça leur a permis de chacun de découvrir quelque chose qu'ils n'avaient jamais goûté. Puis ça, je pense que c'est important pour partir la série. Parce que oui, Antonin fait de la nourriture extraordinaire. Moi qui je suis quand même une foodie, j'aime ça, la nourriture, j'aime ça aller au restaurant. Ce que j'ai goûté là, ça m'a jeté à terre. Oui. C'est fou la créativité qu'il y a derrière ces plats-là. Puis ça, même si des fois le plat n'était pas aussi apprécié que ça, la créativité l'était beaucoup. Et en même temps, c'est beau de voir les personnes neuro-atypiques là, qui se prêtent au jeu, en fait, qui vont pousser leurs limites, là, puis ils acceptent d'être inconfortables là, pour jouer le jeu, qui comprennent un peu la mission et le but de l'émission, qui s'y prêtent avec plaisir. Oui, ça c'est super important aussi. On les a, on leur expliquait que nous, ce qu'on veut, c'est quand même qu'ils soient le mieux possible. Mais des fois, c'était difficile dans les contextes. Puis oui, ils se sont vraiment dépassés. Puis ils ont vraiment été super dans ça. Là. Vraiment, on avait des excellents critiques. Oui, et d'ailleurs, je pense que le bon côté ou le meilleur côté, je devrais dire, de cette série-là, c'est vraiment la relation. Tant la relation entre eux que dans la relation avec le chef. Là. C'est vraiment... la cuisine, évidemment, là, est un point central, mais autour de ça, il y a vraiment une relation qui se crée, qui est importante et qui est belle à voir. Oui, puis plusieurs sont, je dirais, la majorité sont restés en contact, sont devenus amis. Il y en a ceux qui restaient dans la même région puis qui ne se connaissent pas, se côtoient en dehors de l'émission. Ça, c'est super. Puis, en effet, tu l'as dit, la relation avec les chefs aussi a été un point central que nous, la production, on a découvert. On s'est rendu compte que vraiment, quand il y avait une belle connexion avec le chef, on avait des critiques qui étaient plus enclins à aller un peu plus loin dans leur découverte de la nourriture. Ah, OK, oui, ça jouait quand même sur un certain sentiment de confiance, ça, peut-être. Oui, exactement, oui. Donc, ça montre à quel point la relation est importante, puis que c'est possible de créer des relations, même si les gens sont différents. Ben oui, mais c'est ça qui est beau aussi, parce que, tu sais, on se fait une image, je pense, tu sais, de plus en plus, on a la chance de voir des personnes atypiques à l'écran et de plus en plus, mais on se fait comme une image de ce que c'est sans savoir vraiment c'est quoi. Puis tu sais, on le dit, ça le dit, c'est un spectre, le titre. Oui. Fait que nous, c'était super important aussi d'avoir des gens qui représentaient le spectre. Nos critiques sont toutes différentes, oui, ils le disent. C'est vrai. Puis ça, pour nous, ça a été en tout cas, c'est ce qu'on trouve le plus beau. Les voir à l'écran, dans toute leur neuro-atypique... diversité, oui. Oui, c'est ça, exactement. Puis vraiment, moi, je trouve qu'à l'écran, ça l'a super bien sorti, puis c'était sincère et il y avait du plaisir et des fois, il y en avait moins, puis c'était correct. Et j'ai l'impression qu'on sent un peu des stéréotypes, là, dans le sens où on parle de leur vie, il y en a qui travaillent, il y en a qui... Oui. Donc, on sent un peu du stéréotype victimisant des personnes neuro-atypiques. C'est ça. Exactement. Nos critiques travaillent en majorité tous, ont tous un travail. Il y en a qui font du travail plus personnel. Il y a une graphiste, il y a une étudiante en nutrition, il y a quelqu'un qui travaillait dans un café mais qui fait aussi des entrevues atypiques à la télé, quelqu'un qui travaille à la ville dans une municipalité sur la Rive-Sud. Oui. Donc, ils vivent leur vie.
Oui, ça normalise un peu. Ouais. C'est plate d'en être encore rendu là en 2025, mais ça normalise un peu l'idée que ces personnes-là, en fait, sont comme nous, même s'ils ont leur force. Puis on voit vraiment dans l'émission que leur particularité, c'est leur force. Ben oui, exactement. Puis c'est ça, je pense que ça prend des émissions comme ça, puis ça prend des diffuseurs aussi comme Ami Télé qui vont être capables de, tu sais, c'est juste beau. De sortir de la boîte un peu de... Ouais, oui, exactement. Oui. Et on en voit, vous l'avez dit, de plus en plus, donc c'est une bonne chose, mais quand même, j'ai l'impression que cette série-là fait un pas de plus en avant. Donc, c'est une brique de plus hein, sur le mur de la diversité. Donc, c'est vraiment un bon cheminement là, que vous faites avec vos collègues. Et j'ai dit en ouverture, c'est quand même franchement sympathique comme série. Donc, on va écouter ça là, sur Ami Télé. Est-ce qu'on a les heures de diffusion? Ça commence donc le 24 mars. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui? Oui, je pense. C'est aujourd'hui. Oui, voilà. Oui, ça commence ce soir à 20h et ça sera en rediffusion sur Ami Plus alors le lendemain, donc demain. Donc, on va pouvoir regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Comme j'ai dit, j'ai vu là, quelques épisodes et ça vaut quand même, franchement, le détour, là, même pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec le contenu d'Amitié. Je pense que c'est une belle émission là, pour se familiariser avec le contenu. Oui, bien en fait, c'est pour tout le monde. Vraiment, vous allez vous divertir. Moi, autour de moi, les gens qui ont vu l'épisode, les épisodes ont dit « Ah, c'est du bonbon ». Oui, c'est vraiment très bon. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Dionne Martel. Ça me fait plaisir. Vous êtes productrice chez Pixum et la série Critique atypique commence ce soir à 20h. Donc, les auditeurs, auditrices pourront écouter ça dès ce soir. Mais oui, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. On est de retour avec le dernier segment qui est la revue de presse. On commence avec Handicap International qui condamne les retraits annoncés à la Convention sur les mines antipersonnelles. Donc, il y a plusieurs pays qui comptent se retirer de la Convention sur les mines qu'on appelle la Convention d'Ottawa. Entre autres, c'est l'intention de la Pologne qui décide donc de se retirer de cette convention-là qui, en fait, disait que les pays n'utiliseraient plus de mines antipersonnelles lors des combats, lors des guerres, des conflits armés. Et, bien évidemment, là, malheureusement, il y a plusieurs pays qui ont décidé, y compris la Pologne, de se retirer de cet accord-là. Et c'est dû, en fait, à l'international, ce qui se passe avec la Russie, entre autres, les pays autour de la Russie ont quand même franchement peur de
de ce qui pourrait arriver là, pour la suite. Donc, on perd, disons-le, d'une invasion de la Russie. Donc, d'une invasion par la Russie, devrais-je dire, de leur pays. Donc, effectivement, ils ont voulu se retirer de la Convention sur les mines antipersonnelles. Cependant, pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers avec le concept, en fait, les mines antipersonnelles, évidemment, elles sont enterrées sur des territoires, sur des territoires très larges. Et donc, souvent, ce sont des civils qui pilent dessus, qui se font blesser ou tuer. On ne peut pas, évidemment, là, s'assurer que ce soit des soldats ennemis qui vont plier sur ces mines-là. Donc, effectivement, ça donne beaucoup de dommages aux personnes civiles. Et à la fin d'un conflit, il y a toute la question d'aller enlever ces mines-là. Souvent, les mines sont restées sur place, donc on va rebâtir, évidemment, les villes, tout ça, et on s'occupera pas des mines. Et donc, pendant plusieurs années, les champs de combat deviennent extrêmement dangereux pour les civils. C'est pourquoi Handicap International condamne l'idée de se retirer de la Convention d'Ottawa, qui est la Convention sur les mines antipersonnelles, qui est entrée en vigueur en 1999, qui interdit la production et l'utilisation des mines antipersonnelles. Donc, il n'est jamais trop tard là, pour faire volte-face, mais ça ne regarde pas bien, encore une fois, là, à cause de la situation de conflit avec la Russie et la menace qui plane. On va aussi parler en France, je voulais vous en parler de façon très rapide. En fait, on parle d'Audace, qui est une organisation de scoutisme inclusif pour les adultes en situation de handicap. Donc, pour la journée mondiale de la trisomie 21, Laurence Boquet-Valette, responsable nationale d'éducation pédagogie activée chez les Scouts et Guides de France, qui nous a parlé donc de Audace, qui fait en sorte que des personnes adultes en situation de handicap ou des enfants à partir d'un certain âge en situation de handicap puissent intégrer les scouts. Et en fait, on va s'assurer que les activités soient faites de manière inclusive pour ces personnes-là. Et ça me fait réfléchir, en fait, parce que forcément, ça aide les personnes en situation de handicap à avoir des contacts, à avoir des activités, à sortir de leur maison, à aller en nature et à se sentir un peu plus entre guillemets, normaux là, dans leur vie de tous les jours. Ça évite évidemment l'isolement également de ces personnes-là. Donc, c'est peut-être quelque chose à réfléchir pour le Québec. Même si peut-être que c'est moins connu ici, là, le mouvement scout est peut-être moins vu par les gens. Là, c'est peut-être quelque chose qu'on voit moins ici. Mais évidemment, là, c'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir pour l'inclusion des personnes en situation de handicap de tout genre, y compris des handicaps au niveau intellectuel. On termine donc la revue de presse internationale avec le Royaume-Uni qui coupe les aides aux personnes en situation de handicap. Le gouvernement de Keir Starmer qui défend la mesure très controversée de faire de grandes coupures, donc de 5 milliards de livres d'ici 2030. Donc, c'est énorme. Dans les aides aux personnes en situation de handicap, encore une fois, l'excuse que le gouvernement donc britannique a trouvée, c'est une question de réarmement contre la menace russe. Donc, on se dit qu'on doit couper dans les systèmes sociaux, dans les aides sociales pour faire face, encore une fois, à la menace. Évidemment, il y a des associations de défense des personnes en situation de handicap qui sont très mécontentes de la situation, avec raison d'ailleurs, parce que on va encore une fois impacter les personnes les plus vulnérables et faire croître, oui, l'inégalité entre les personnes les plus vulnérables et le reste de la société. Donc, on parle entre autres du durcissement de l'éligibilité du Personal Independent Payment, qui est une aide pour les personnes en situation de handicap touchées par les maladies à longue durée, donc un peu de l'aide financière pour les personnes qui sont touchées par des handicaps de longue durée. Donc, il y a beaucoup de personnes qui y avaient accès, qui n'y auront plus accès
parce que le gouvernement britannique, donc de Keir Starmer, a décidé d'axer ses stratégies sur l'armement et sur la défense du pays, qui est évidemment un choix contestable, mais en tous les cas, je pense que, en tout cas, à court terme, les Britanniques devront s'y faire, à moins que les coalitions de défense des personnes en situation de handicap réussissent à faire reculer le gouvernement dans ses positions, mais ça ne semble pas être le cas, étant donné, évidemment, là, tout ce qui se passe à l'international. Là, plusieurs pays semblent décidés à vouloir se réarmer de façon plus importante là, pour faire face à d'éventuelles menaces. Donc, on revient au Canada avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, dirigé par la ministre Suzanne Haute, et la première ministre, devrais-je dire, Suzanne Haute, qui a présenté son budget provincial pour l'année 2025-2026. Et c'est pas un budget qui fait unanimité. Certaines personnes pensent qu'on n'en fait pas assez pour les aides sociales. Par contre, chez les petits de la coalition, de la coalition des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick, elle et la coalition saluent le budget. Disent que c'est un renforcement des services d'aide à l'emploi, qui offre un soutien personnalisé aux chercheurs d'emploi qui, bien sûr, là, sont plus majoritaires en situation de handicap. Il y a aussi une augmentation des soutiens sociaux. Donc, on parle d'une enveloppe de 58,3 millions de dollars qui est allouée pour renforcer les mesures de soutien aux bénéficiaires de l'aide sociale, y compris les personnes en situation de handicap. On a une revalorisation également salariale dans le secteur des services à la personne, donc de 29,7 millions de dollars qui est prévu pour aider le personnel travaillant dans le secteur des services à la personne. Donc, évidemment, ça touche aux personnes en situation de handicap et aux personnes qui travaillent avec elles. Et on a aussi un investissement dans le logement qui est massif, 68,9 millions, qui est destiné aux habitations en Nouveau-Brunswick, entre autres pour la conception de logements universels, donc qui sont faits toutes pareilles et qui peuvent accueillir donc des personnes en situation de handicap. Et pour terminer, il y a une augmentation de la consommation d'alcool et de cannabis chez les personnes âgées. C'est ce que l'Association pour la santé publique du Québec vient d'annoncer dans son nouveau rapport. Donc, les personnes de 65 ans et plus consomment beaucoup plus d'alcool et de cannabis qu'avant. Donc, c'est quelque chose qui est à surveiller parce qu'évidemment, ça dénombre certains problèmes au niveau social, peut-être de l'isolement, des problèmes de santé mentale qui sont accrus. Et donc, il faut répondre à ça, non pas, évidemment, là, pour savoir ce qui est bien ou mal, mais pour éventuellement répondre à des problèmes qui pourraient s'aggraver chez ces personnes-là, et c'est peut-être signe de détresse psychologique ou de détresse sociale. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller pour la santé au Québec, surtout dans une population vieillissante comme la nôtre. Donc, ça fait le tour pour la revue de presse. Merci à Samuel Badel qui était à la régie aujourd'hui en remplacement de Mathieu Tessier qui prend de longues vacances, paraît-il. Merci également à Claire Guérin, qui est recherchiste pour notre émission. Et de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Merci, bonne semaine.